Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Le Nigeria détient la deuxième industrie cinématographique au monde. Nollywood représente 2% du PIB et emploie environ 1 million de personnes. Des surproductions de plusieurs millions de dollars sont à l'affiche et les réalisateurs nigérians commencent à investir les tapis rouges des festivals internationaux. La France, premier producteur agricole de l'Union européenne, mais une partie de ses paysans sont déprimés. Chute des prix de vente, surendettement, des difficultés qui poussent certains d'entre eux au suicide. Nos correspondants sont allés à la rencontre de paysans frappés de plein fouet par la crise. L'urbanisation galopante et la standardisation des cultures sonnent le glas des marais, ces faubourgs parisiens longtemps exploités pour approvisionner Paris en légumes frais. Code 24 vous emmène ce soir à la rencontre de ces passionnés maraîchers ou cuisiniers qui font vivre l'héritage français. Coup de projecteur enfin sur le Festival international des jeunes créateurs de mode qui a couronné cette année José Luis Gutiérrez Martinez, un Mexicain diplômé d'une école parisienne et dont la collection est surtout tournée vers le marché asiatique. Le Nigeria peut se targuer de détenir la deuxième industrie cinématographique au monde. Son industrie, appelée Nollywood, représente 2% du PIB et emploie environ 1 million de personnes. Son influence culturelle s'est largement étendue en dehors des frontières de l'Afrique. Cette déferlante a vu le jour grâce à l'arrivée des caméscopes et à l'hyperactivité d'apprentis cinéastes. Aujourd'hui, des surproductions de plusieurs millions de dollars sont à l'affiche et les réalisateurs nigérians commencent à investir les tapis rouges des festivals internationaux. Reportage. Lagos, la plus grande ville d'Afrique. 12 millions d'habitants, souvent pauvres. Mais au milieu du chaos, Chioma, une très riche productrice, se rend avec son chauffeur à un tournage de film. Nous sommes en plein cœur de Nollywood, contraction de Nigeria et Hollywood. On arrive sur le tournage d'une scène de film de Chioma Onyenwe. C'est la productrice et réalisatrice. Nollywood, c'est vraiment un cinéma à part, dans le sens où il parle de nous. Et même si notre cinéma devient de plus en plus glamour, c'est toujours le glamour africain. La scène du jour est classique. Vas-y, fais-le. Ok, regarde-moi. Une piscine et deux jeunes femmes qui parlent d'amour en buvant du vin. C'est juste que... il ne me dit rien, il est si renfermé. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devais lui laisser du temps. Nollywood, c'est l'anti-Boko Haram par excellence. Non, attends. Stop, calme-toi. Voilà pourquoi nous faisons ça, pour raconter nos histoires. Que ce ne soit pas toujours la même rengaine. Raconter nos histoires et échapper aux clichés de Boko Haram et de la violence, dont on parle à propos du Nigeria, du Kenya et du Moyen-Orient. Car même dans ce contexte, il y a de la joie, des rires, de la musique, de la danse et de l'amour. C'est pourquoi on essaye de montrer la réalité telle qu'elle est dans toutes ses dimensions. C'est Lagos, on est toujours au Nigeria. Il y a de la violence dans certains endroits, mais même au milieu de la violence, il y a des relations amoureuses et amicales. Donc il faut vraiment commencer à montrer tout ce qui se passe chez nous dans sa globalité. Et c'est ce que Nollywood essaye de faire. Nollywood, deuxième industrie en nombre de films derrière Bollywood et devant Hollywood. Une industrie souvent artisanale mais qui a conduit à de grandes fortunes également, souvent chez des femmes. Chioma dirige le plus grand festival de films d'Afrique. Elle vit dans les beaux quartiers de la Lagune et elle a son explication au phénomène. Le Nigeria est un pays fantastique. Alors les hommes se sont bousculés pour se placer à des postes au gouvernement. Là où il y a du pétrole et où ils sont les chefs. Ils nous ont tenus à l'écart du pouvoir. Et pendant qu'ils se sont épanouis dans la politique, on s'est demandé comment faire du commerce, des films, de la mode. Et le temps que les hommes se réveillent, on avait fait main basse sur tout le secteur.
On est allé très loin dans tous ces business. Et tout cela nous appartient, c'est à nous maintenant. Du coup, Nollywood commence à produire des mégastars, souvent féminines. C'est le cas de Kehinde. Comment ça va aujourd'hui? Super bien. On fait le maquillage dans quel style? Eh bien, quelque chose de simple. Kehinde, je peux prendre une photo s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Kehinde s'est fait connaître grâce aux Desperate Housewives nigérians. Affection. Deception. Les réseaux sociaux font le reste. Vous savez, ce sont des célébrités. Alors tout le monde focalise sur elles. Donc elles font très attention à leur apparence. Elles ne veulent pas avoir l'air négligé. Elle interprète si bien ses rôles. Je suis une fan, vous n'imaginez même pas. Je ne fais pas de bruit sur Instagram, mais je suis quand même une sacrée fan. T'es une fan fantôme. Oui, c'est ça, une fan fantôme. C'est très important pour une célébrité d'être présente sur les réseaux sociaux. Pour les fans qui ne partagent pas ta vie quotidienne. Et voilà, je peux poster ça de suite sur les réseaux. J'adore. Kehinde, qui vient d'un milieu modeste, roule désormais en berline et on la reconnaît dans la rue. Oh mon Dieu. Comme à Hollywood, ici, tout est possible très rapidement. Qui que tu sois, tu peux poursuivre tes rêves et y arriver. Et dans ce pays réputé pour son insécurité liée aux violences islamistes, les comédiens font partie des rares personnages publics à fédérer tout le monde. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Voici mon bébé. Comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Myriam. Le succès de Nollywood est tel que des actrices comme Kehinde commencent à jouer dans de très grosses productions, comme October One. Nigeria, we ready. 3 millions de dollars de budget, ce qui est énorme pour le Nigeria, et un réalisateur connu partout dans le monde. C'est un prix qui m'a été décerné à New York. Et ça, c'est l'Afro Hollywood Awards, à Londres. Ma cible en tant que marché, ça n'était pas le Nigeria. Ma cible, c'était de faire un film que n'importe qui au monde pourrait regarder et aurait envie de regarder. De manière plus générale, beaucoup de jeunes réalisateurs au Nigeria, et même les plus vieux, se rendent compte que si tu améliores la qualité et que l'histoire est bonne, alors tu auras plus de chances de percer à l'international. Et Kunle Afalaya va même plus loin. Il est persuadé que Nollywood deviendra bientôt un modèle et un pôle d'attraction pour l'Amérique. Je crois que dans les prochaines années, Hollywood installera ses studios ici, au Nigeria, car ici nous avons le marché et les histoires. Mais tout le monde n'a pas les moyens de Kunle Afalaya et la plupart des 2000 films tournés chaque année se font à la sauvette, dans la rue, avec les moyens du bord. Ce type, c'est un bourgeois. Il a la peau douce. Ok mec, mais c'est quoi ton plan alors? Coupé. Magnifique, magnifique. Je vais juste prendre ça. Ce réalisateur rentre d'un stage aux États-Unis. Aujourd'hui, il tourne ce film dans un bidonville bénévolement. Ok, scène suivante. Quand je tournais aux États-Unis, je me suis assis sur ma chaise de réalisateur et je me suis aperçu qu'il y avait un câble qui traînait devant moi. Donc pour éviter de trébucher, je l'ai juste attrapé. Et là, les techniciens sont arrivés en criant « Chef, chef, ce n'est pas ton travail !» Je ne veux pas perdre le mien. Juste pour un câble. Mais ici, j'aide mon caméraman à porter la caméra. Tu vois comment on fait ici. Personne n'a l'impression qu'on l'insulte ou qu'on abuse de lui. Et j'ai même mon assistant réalisateur. Ici, pas de costume, on retourne les t-shirts entre deux scènes. Et c'est possible de changer de costume? Et il faut que je fournisse les costumes moi-même.
Et là, je retourne mon t-shirt. Et pourtant, le film sera vu au final par des centaines de milliers de personnes. Ils l'achèteront sur des DVD vendus dans la rue. Ils ne sont pas chers. L'État nigérian verse de l'argent aux distributeurs, car le cinéma fait baisser le niveau d'analphabétisme. Et puis, il y a la méthode moderne. Iroko est la grande plateforme de diffusion. 8000 films en catalogue, le Netflix africain. Mais au-delà de ça, Iroko donne des coups de main aux producteurs. C'est le cas de OK. Écoute, c'est de cette voiture dont j'ai besoin. Cette voiture? D'accord, pas de problème. Il veut utiliser la voiture dans une scène, donc tu lui apportes la voiture. Ok, c'est bon. Super. OK a 60 000 $ pour tourner son dernier film. S'il veut gagner de l'argent, il doit faire vite. Ok, merci ma chérie, merci beaucoup. Les scènes vont s'enchaîner à un rythme endiablé. La voiture peut partir d'ici. Cette fois, c'est l'histoire d'un escroc qui mène grand train. Un autre grand classique du cinéma nigérian. Quelques minutes par scène seulement, OK est très pressé. Et s'il vous plaît, faites vite. Hein. Ok, on y va. 3, 2, 1, action. Bonjour, monsieur Heineken. Laissez-moi vous dire quelque chose. À cause de ce retard, vous allez payer 25% supplémentaire. Merci, merci. Coupé. Ça me prend 1 mois, ou 2, ou 3. Ça dépend vraiment du projet. Le tournage, 10 ou 12 jours. La post-production, 2 ou 3 mois. Et hop, tout est bouclé. Nollywood est en plein décollage. Le cinéma est devenu le 2e employeur du pays après l'agriculture. Et il a même désormais son grand festival depuis quelques années, l'Afrif. Au milieu d'une sécurité sur les dents, des dizaines de stars affluent, 10 000 spectateurs cette année et 180 films présentés. Pas grand-chose à envier aux autres grands festivals de cinéma dans le monde. On y retrouve également l'actrice Kehinde et Kunle Afalaya, le réalisateur vedette. Pour moi, c'est comme les Oscars, comme le Festival de Cannes, où sont projetés des films du monde entier. On pourrait se croire à Hollywood ou à Tokyo, quelque part dans un pays développé. Personnellement, je crois fermement que l'Afrique est là. L'Afrique est la prochaine grosse révélation. Bonsoir et bienvenue. L'Afrif n'est-il pas merveilleux? L'Afrif n'est-il pas magnifique? Je veux tous vous entendre, j'adore l'Afrif. Nollywood reste moins puissant bien sûr que le cinéma américain ou indien, mais il réunit malgré tout 150 millions de fidèles chaque année qui achètent et qui regardent les films. Bref, Nollywood n'est qu'au début de sa conquête. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. La France est le premier producteur agricole de l'Union européenne, mais une partie de ses paysans sont déprimés. Les raisons de leur malaise sont nombreuses. Course au rendement, contraintes administratives, chute des prix de vente, surendettement, des difficultés qui poussent certains d'entre eux au suicide. Officiellement, ils sont 200 à passer à l'acte chaque année. Nos reporters sont allés à la rencontre de paysans frappés de plein fouet par la crise. C'est un sujet signé Christopher Moore, Sylvain Rousseau et Aude Richelet. Ça va les beautés? Allez mes cocottes. L'aube se lève à peine sur le golfe du Morbihan.
Et déjà, Louis Gannet s'affaire à la tâche. Comme tous les matins, il doit mener ses vaches à la première traite de la journée. Là, il y en a 40 à traire. J'ai un troupeau de 45-50 vaches, en fait. Nous sommes à Languidic, un petit village breton. Marseillais d'origine, cet ancien professeur d'économie produit du lait depuis qu'il a repris cette ferme, il y a 4 ans. À 35 ans, converti à l'agriculture, Louis prend son travail très à cœur. On nettoie les mamelles, de manière à ce que ce soit propre pour les brancher. Et le lait étant un produit alimentaire, ben voilà, il faut qu'il y ait le moins de choses dedans, quoi. Le plus propre possible, on va dire. Et quand le besoin s'en fait sentir, Louis doit traire à l'ancienne, à la main. On n'a pas perdu les automatismes. Ça marche. Aussi modeste soit-elle, une ferme est une entreprise, dont Louis aimerait tirer un revenu. Mais avec le cours du lait vendu à sa coopérative, il perd de l'argent à chaque traite. À 27 centimes le litre, on travaille à perte, je travaille gratuitement. Là aujourd'hui, il y a de l'électricité qui tourne. Pour faire tourner ces machines-là, c'est des frais qui sont importants. En octobre 2015, l'agriculteur perd 30 vaches de crise cardiaque foudroyante. Une énigme pour les vétérinaires. Les dettes deviennent impossibles à supporter. Un jour, je reçois un coup de téléphone de la banque qui me dit on va vous liquider parce que vous n'arrivez plus à nous rembourser. Plus d'avenir, plus d'espoir, plus de vie, plus le goût de vivre, plus de sens dans le métier. Je me suis retrouvé dans le bâtiment derrière avec la corde autour du cou, à genoux, et puis je pleurais tout ce que je pouvais. Enfin, c'était une grosse marée noire d'idées, quoi. Et puis je sais pas. Je crois que c'était plus ou moins l'heure de traire les vaches, donc du coup, voilà. Louis Gannet a retenu son geste, au dernier moment. Voilà, ça s'est pas fait, tant mieux. Mais il n'est pas un cas isolé. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se suicider ou à tenter de le faire. De plus en plus jeunes aussi. Moi, depuis que je suis installé, j'en ai connu 6. 6 agriculteurs, 6 collègues se sont donné la mort, ce qui est absolument dramatique. Sainte-Anne-d'Auray, le plus grand lieu de pèlerinage de Bretagne. Depuis 1625, les marcheurs du monde entier viennent commémorer l'apparition de la grand-mère de Jésus-Christ à un paysan breton. Rompant avec une tradition séculaire, l'Église catholique autorise depuis un peu plus de 30 ans l'inhumation d'une personne suicidée, sans condition. Ça arrive, et surtout, je dirais, j'ai enterré des gens du monde agricole, et surtout des jeunes. Alors là, avant, mais j'en suis malade. Qu'est-ce que je vais dire? Les gens sont là, dire, et comment les toucher, quoi, hein, que leur dire? Ça c'est dramatique. Absolument dramatique. Dans les rangs des fidèles, une personnalité locale, Jacques Geffredo. Cet homme de 56 ans fait parler de lui le 11 octobre dernier, lorsqu'il place 600 croix blanches en polystyrène sur le parvis de la basilique. Ce jour-là, il y avait un petit peu de vent, donc comme elles sont légères, certaines d'entre elles étaient tombées. C'était vraiment une belle image pour moi, l'image la plus fidèle de l'agriculture d'aujourd'hui. Des agriculteurs qui tombent les uns après les autres, soit par faillite, soit par, et malheureusement beaucoup par suicide. Officiellement, en France, entre 150 et 200 agriculteurs se suicident chaque année. Jacques estime qu'ils sont au moins 600 à passer à l'acte, presque 2 par jour. Alors dans cette région rurale, son initiative ne passe pas inaperçue. Une ambiance très particulière, on a vu beaucoup de... Le 11 octobre, voilà madame. C'était oui. magnifique. Voilà, c'était magnifique. Ah là là, c'était touchant. C'était touchant, émouvant. Bon. Oui, j'ai eu beaucoup dans ma famille, beaucoup de suicides dans ma famille. Beaucoup de suicides dans ma famille, dans ma famille. Quand vous êtes arrivé ici et que vous avez vu les croix? Ça m'a fait... C'était émouvant, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Et je crois que c'était pour la plupart, pour beaucoup de monde, oui. Oui. Jacques Geffredo se définit lui-même comme un lanceur d'alerte, poussé dans ce combat par la répétition des drames.
Autrefois, les structures étaient toutes petites et les gens s'entraidaient parce qu'ils vivaient de leurs revenus, de leur travail, confortablement. Il y avait une certaine fraternité, il y avait des fêtes de village. Aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Tout ce que nous demande la société, c'est de produire plus à moins cher. Donc, si je cherche à m'agrandir, il va falloir que je récupère les terres de mon voisin, ça devient mon principal ennemi. Donc, c'est surtout cette ambiance-là qui a changé. En 25 ans, les 2/3 des petites et moyennes exploitations ont disparu. Résultat, solitude, sentiment d'échec et surendettement. Les agriculteurs expriment régulièrement et parfois violemment leur colère. Comme ici l'hiver dernier à Plérin, dans le nord de la Bretagne. Le prix du porc est en chute libre. Les éleveurs de la région se massent devant le marché au cadran. 6 mois après, l'endroit est plus calme. Vendeurs contre acheteurs, éleveurs contre grande distribution. Ici, le kilo de porc se négocie aujourd'hui à 1,349 €, une hausse insuffisante. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne pèse pas assez par rapport à la distribution pour aussi se faire quelque part respecter sur les prix à la production. On aimerait bien qu'on ait un retour aussi de la grande distribution. La dernière crise a été fatale à beaucoup d'élevages. De nouvelles fermetures qui ont fait baisser la production au moment où la demande chinoise augmentait. Ainsi va l'agriculture moderne, globale et libérale. Le nombre de porcs présents a diminué, donc ils font que l'offre est un petit peu en baisse. Donc voilà, donc les courses aujourd'hui sont en train de reprendre un petit peu de... Voilà, c'est le marché mort, toujours le marché de l'offre et la demande qui règle tout ça. La Bretagne représente plus de la moitié de la production française de porc. Une production qui doit obéir à un nombre croissant de normes sanitaires et environnementales. Et chacune d'entre elles amène des factures supplémentaires. Ça, c'est un bâtiment qui a été fait aux normes bien-être, donc les normes européennes qui étaient obligatoires en 2000 ou 2001. Là. Donc, c'est-à-dire que les truies gestantes doivent être élevées en groupe. Et là, elles sont élevées en groupe. Ça, c'est des truies qui vont mettre bas dans 10 jours. La France est le premier producteur agricole de l'Union européenne, mais d'autres États membres, l'Espagne notamment, n'ont pas les mêmes contraintes. Pour l'éleveur breton, à 1,35 € le kilo de cochon, il manque encore 5 centimes pour être rentable. Mais même à perte, Hervé doit vendre, quoi qu'il arrive. Comme disent certains abattoirs, un cochon vivant ne vaut rien, il ne vaut que quand il est abattu. Donc voilà, on est extrêmement dépendant. Moi, s'il n'y a pas tous les 3 semaines, si j'ai pas vendu 200 cochons, eh ben j'ai pas de place pour mettre les cochons qui sont nés. J'ai plus, voilà, c'est comme ça. On est en flux poussé. Il y a des petits cochons qui poussent, des plus grands, des plus grands, des plus grands, puis à la fin, il faut bien les mettre à l'abattoir. Seule solution, ne pas dépendre des fournisseurs d'aliments. Hervé s'en sort parce qu'il produit lui-même 95% de la nourriture de ses porcs. Mon objectif, c'est de capter toutes les marges. On produit nos céréales, on transforme nos céréales, on récupère le lisier, et puis voilà. Et ça nous permet d'être financièrement moins sensibles aux baisses du prix du cochon. Parce qu'on doit produire, on doit produire le moins cher possible. Et je pense que c'est avec ce système-là, aujourd'hui, qu'on produit le moins cher possible. Hervé fonctionne en autonomie presque totale. Pourtant, organismes officiels, coopératives, banques, tout le système pousse l'agriculteur à s'agrandir, à se moderniser et donc à s'endetter. Au nord de Brest, Sylvain témoigne de cette fuite en avant. Il reprend la ferme familiale il y a 3 ans, rachète des terres, fait construire une étable et l'équipe de machines ultramodernes. Ici, 150 vaches se traient elles-mêmes. Du coup là, la vache vient d'arriver dedans là. Elle a été identifiée, donc là il est en train de nettoyer la mamelle avec les brosses là. Taille, poids, fréquence de trait, quantité de lait, toutes les informations sont stockées. Un investissement conséquent que Sylvain ne regrette pas. C'est autour de 100 000 € la machine. On a payé 340 000 € les 3 robots. Là on a quand même une souplesse de travail, des indications techniques quand même, qui nous suivent derrière. Et puis à l'avenir on est amené à travailler avec des salariés, donc pour aménager le temps de travail c'est beaucoup plus facile. Grâce à ces 900 000 € d'investissement, chaque vache produit 4 litres de lait en plus par jour. Impressionnant, mais toujours insuffisant. Quand je me suis installé, moi j'ai repris une exploitation un peu plus loin. Du coup on a agrandi notre troupeau. Et l'étable de mon grand-père en bas là, elle commençait à être juste. Mais le problème c'est quand on a fait un projet avec un prix d'équilibre à 320 € des 1000 litres, on pensait être large. En fait, on se rend compte que finalement on est loin du compte pour le moment. Il a combien le prix de base là ? 265.
soit avec 4000 litres de lait produits par jour, une perte sèche quotidienne de 220 €. Georges, le père de Sylvain, a passé sa vie dans cette ferme et regardé son métier évoluer radicalement. Le paysan s'est mué en expert en géopolitique internationale. On est à la pointe, une des pointes de l'Europe ici, mais on dépend de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe au Brésil. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de faire des prévisions, parce que on ne maîtrise pas tous les éléments, contrairement à quand moi j'ai démarré. Dernier élément en date, l'embargo imposé à la Russie suite à la guerre en Ukraine. Pour amortir ces aléas, il y a des subventions européennes, nationales et régionales. En moyenne en France, elles représentent 11% du chiffre d'affaires des agriculteurs. Mais elles ne vont pas sans contrainte. Sylvain passe presque autant de temps dans son bureau que dans ses champs, une activité chronophage et stressante. Il faut s'y mettre, là, il n'y a pas le choix. Et on joue avec des montants quand même qui sont assez importants, donc on n'a pas le droit à l'erreur là-dedans. Et quelque part, c'est l'avenir de l'exploitation qui en dépend un peu. Et après, ils nous pondent des trucs, ils sont faits dans des bureaux en haut, là. Donc quand tu veux transposer ça sur ton exploitation, sur le terrain, remplir comme ça va jamais dans les bonnes cases, c'est pas la peine. Pourtant, à 29 ans, ce futur père de famille n'imagine pas faire marche arrière. On a un outil qui marche, qui est fonctionnel, là, il faut aller de l'avant. Je pense qu'il faut plutôt voir comment faire pour se développer, pour faire mieux que... moi, pour l'instant, c'est comme ça. De son côté, Louis Gannet a renoncé à ce modèle productiviste. Dans quelques mois, il aura la certification agriculture biologique, après 2 ans de conversion. Mais là encore, le parcours est semé d'embûches. Les partenaires, comme on dit, nous font croire qu'il faut avoir une situation financière extrêmement saine au niveau de la ferme pour pouvoir passer en bio. Ce qui est pour moi une aberration. C'est une agriculture d'autonomie. C'est pour ça qu'on n'incite pas beaucoup les agriculteurs à passer en bio, à mon avis. Mais le challenge motive le jeune miraculé. Il a redonné du sens à son métier et écarté ses idées morbides. Aujourd'hui, voilà, je suis dans un champ avec des vaches, j'en ai racheté quelques-unes, il m'en reste encore quelques-unes à racheter. Et puis surtout, je suis vivant. Et je veux continuer. Le modèle agricole traditionnel, en vigueur depuis les 30 Glorieuses, est à bout de souffle et le bio peine à s'imposer. L'agriculteur français ne demande pourtant qu'une chose, tirer un revenu décent, voire un revenu tout court, d'une activité essentielle à l'économie, mais aussi à la préservation de nos territoires. À rester des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Jusqu'au début du XXe siècle, les marais qui parsemaient les faubourgs parisiens étaient exploités pour approvisionner Paris en légumes frais. Mais l'urbanisation galopante et la standardisation des cultures ont sonné le glas de cette riche biodiversité, de ce patrimoine maraîcher. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons à la rencontre de ces passionnés maraîchers, fournisseurs ou cuisiniers, résolus à empêcher de voir disparaître ces fruits et légumes franciliens. L'idée est précisément de s'adresser à un marché local. Il ne s'agit plus de boursicoter sur le prix du blé à Chicago, il s'agit de sauvetage, de restauration, d'une culture. Mais de toute façon, l'agriculture, c'est d'abord une affaire culturelle. C'est pas moi qui choisis les légumes, c'est la nature et c'est les maraîchers qui nous proposent leurs légumes. En fait, c'est la nature qui nous envoie ce qui est disponible. Aujourd'hui, notre mission, c'est de retravailler sur les variétés anciennes, sur les races rustiques et locales, pour justement soutenir un modèle d'agriculture qui va dans le sens de la biodiversité. Jadis, les maraîchers des faubourgs approvisionnaient Paris en légumes frais. Aujourd'hui, quelques passionnés s'efforcent de faire revivre ces fruits et légumes franciliens.
Quand on a démarré nous, ce travail sur l'Île-de-France, on a essayé de retrouver les variétés qui, il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années, faisaient légion en Île-de-France et aucun maraîcher n'aurait pensé faire autre chose. On pense notamment aux choux de Pontoise, mais après on est également très fiers de travailler le pissenlit de Montmagny, les asperges d'Argenteuil, le cresson de Méréville qui est fait donc dans l'Essonne. Mais la proximité n'est pas le seul gage de qualité. Il faut aussi savoir écouter la nature. On est uniquement sur la production de saison. On considère que pour avoir les meilleurs produits, il faut laisser le producteur décider quand il va pouvoir envoyer les meilleurs légumes, à quelle période, à quelle saison, à quelle fréquence. On n'impose rien. Produire autrement, un projet qui attire de nouveaux maraîchers. Les 40 dernières années ont été désastreuses pour l'agriculture paysanne française, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a un espèce de revirement qui est en train de se produire, des jeunes qui commencent à se lancer, qui essayent de réfléchir différemment, de réapprendre à travailler intelligemment, comme faisaient les anciens, non pas par nostalgie, mais parce qu'on se rend bien compte que d'une part c'est beaucoup plus intelligent, et qu'au-delà de ça, c'est plus intéressant pour lui, c'est plus intéressant pour la nature, c'est meilleur pour le légume, parce qu'aujourd'hui on a besoin de nourrir Paris. Le château de Courrance, au cœur du Gâtinais, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Édifié au XVIIe siècle, il doit sa renommée autant à son parc qu'à son jardin potager. On cultive autour de 50 légumes différents. Si on parle en variété, on est autour de 250 variétés de légumes. Donc ça va être des pommes de terre, du céleri rave, des carottes, du panais, des betteraves chioggia. Donc voilà, donc on a pas mal de variétés de conservation. Des légumes cultivés de manière traditionnelle afin de les sublimer. C'est tout l'art de Jérôme Véronique, le jardinier maraîcher du château de Courrance. La nourriture qu'on met, elle n'est pas chimique. On va mettre du fumier de vache, du fumier de cheval composté. Donc ça apporte à la terre un terroir, un goût. Et ça donne du goût aux légumes. Si les légumes ont retrouvé une place de choix dans les jardins de Courrance, c'est grâce à la châtelaine Valentine de Ganay. Mais pour voir renaître cette biodiversité, il a fallu retrouver les sols d'origine. Je dope les sols comme un athlète. Alors ça va pas être un coup de chimie, mais on ressuscite. C'est un vrai travail sur le sol qui est quand même la base de l'agriculture, ce que beaucoup d'agriculteurs ont oublié. On essaye de créer une grande diversité au sein du jardin, une grande complexité, de faire venir plein d'insectes différents, et il y a un monde qui se fait un peu tout seul. Ça, c'est un peu l'objectif aussi du bio, c'est de ne pas avoir à intervenir parce que le jardin est sain, qu'il est complexe, qu'il est résilient par lui-même. Avec un résultat à la hauteur des espérances de Valentine. Le luxe, pour moi, c'est la fraîcheur, c'est le goût. C'est pas la sauce et l'habillage. Il n'y a pas besoin de faire... Moi, je suis pas très bonne cuisinière, mais j'adore bouffer. Et si les choses ont du goût, ça suffit. À Paris, au restaurant 3 étoiles L'Astrance, le chef Pascal Barbeau exalte tous ses légumes à la perfection. Le monde des végétaux nous emmène dans plein de registres différents. Dans le cru, dans le confit, dans le rôti, dans le grillé, dans la vapeur, dans les salades. Donc voilà, c'est à l'infini le monde des légumes. Et donc ça nous aide à composer beaucoup de recettes en cuisine. Mais le plaisir est tout aussi visuel. Vous voyez, c'est beau les légumes, c'est la nature, c'est pas moi, c'est beau une endive. C'est pas moi qui ai empilé les feuilles une à une, c'est la nature. L'hommage du cuisinier à ses fournisseurs. Au centre du maraîcher, on peut rien faire. On a beau mettre un produit noble sur la carte, sur le menu, foie gras au champion de Paris. Si mon champion de Paris c'est de la merde, la recette c'est de la merde. Préserver cette biodiversité, c'est aussi sauvegarder notre patrimoine. Le cuisinier a un rôle extrêmement important. C'est d'aider justement, se forcer à acheter ces beaux légumes pour pouvoir préserver tout ce savoir-faire à la française, tout ce patrimoine gastronomique. Les choses évoluent et qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'agriculture productiviste, elle atteint ses limites, ce qui nous laisse du coup très optimiste pour le renouvellement des générations. On peut être fier de donner à vivre à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais vécu avant, même si c'est quelque chose d'élémentaire, comme une laitue qui aurait du goût. On a le droit quand même d'avoir une laitue qui a du goût.
L'Espagne est le deuxième producteur de porc en Europe. L'essentiel des abattoirs et usines de transformation se trouve en Catalogne, qui pèse près de la moitié du marché. Industrie florissante dans les années 70 qui faisait vivre la population locale, elle doit aujourd'hui faire face à une concurrence mondiale accrue. Augmentation de la production, réduction des coûts ont un impact économique, écologique et social sur la région. Les conditions de travail se sont dégradées et aujourd'hui, les postes sont majoritairement occupés par des migrants seuls, prêts à accepter les cadences infernales et les baisses des salaires. Une pression économique qui pousse aux excès. Aujourd'hui, certains travailleurs n'acceptent plus d'être exploités et dénoncent des conditions proches de l'esclavage. Enquête de notre correspondante sur place, signée Valérie Labonne. Abattoir égale esclavage. Contre le racisme. Pour la première fois début avril, en Catalogne, une chaîne d'abattage de porcs est arrêtée par un piquet de grève. On en a marre. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme. Nous ne pouvons pas tolérer ce qui se passe dans les abattoirs et nous devons nous mobiliser ensemble pour dénoncer ce qui s'y passe. La Catalogne concentre près de la moitié des abattoirs d'Espagne. Plus de 20 millions de porcs y ont été tués en 2015. Derrière ce succès économique se cachent des conditions de travail d'un autre siècle. Montserrat et ses compagnons dénoncent l'exploitation des migrants organisée par les groupes de la région. Certains travailleurs, malgré la peur, nous ont raconté que dans certains sites, le premier mois, ils ne reçoivent rien car ils doivent payer leur poste de travail. Et le deuxième mois, ils sont payés une misère car ils doivent payer leur matériel. Puis on les vire sans ménagement car il y en a d'autres qui attendent dehors. C'est ce qu'a vécu Maria, une Nigériane qui travaille depuis 2 mois, 10 heures par jour dans un abattoir. Elle ne parle pas l'espagnol et a pleuré quand elle a reçu sa fiche de paie. Aujourd'hui, elle fait appel à un avocat. Elle a reçu 488 €, ce qui est inférieur au salaire minimum espagnol. Cette fiche de paye est clairement fausse. 80% des travailleurs des abattoirs sont des migrants. Certains ont leurs papiers, d'autres non. Pour un même poste, leur rémunération est évaluée à la tête du client. J'ai demandé à mes collègues. Certaines sont payées 800, 500 €. Il y a des personnes qui travaillent là sans papier. Ils utilisent des documents d'autres personnes et la responsable le sait. Et à la fin du mois, elle te paie un tout petit salaire. Selon l'avocat, le cas de Maria est loin d'être isolé. Les abattoirs délèguent le recrutement à des coopératives qui obligent les migrants à se déclarer comme auto-entrepreneurs. Ils utilisent le statut de coopérative qui est légal, mais ils le détournent pour le convertir en un système qui leur permet d'arnaquer la sécurité sociale et les travailleurs en les laissant sans droit ni protection. Parce qu'aucun abattoir ne nous a donné l'autorisation de tourner, c'est Slimane qui, grâce à une caméra cachée, nous montre ses conditions de travail sur la chaîne de découpe. Comme il est auto-entrepreneur, gants de protection, couteaux et tabliers sont à sa charge. 10 heures par jour, les travailleurs réalisent le même geste. En moyenne, ils coupent 900 porcs par heure, soit un porc toutes les 4 secondes. Arrivé du Sénégal il y a 17 ans, Baldé a été régularisé rapidement car l'Espagne avait besoin de main-d'œuvre. Il est un des rares aujourd'hui à avoir un CDI à l'abattoir Esfosa. Il dénonce le climat de peur permanent qui y règne. C'est un travail très dur. Là où deux personnes doivent travailler, on met une personne. Et tu ne peux pas contester. Si tu contestes, là on te renvoie 2 jours, 3 jours à la maison sans salaire. Ils ne respectent pas. Quand ils te demandent si tu es malade, ils te disent débrouille-toi. En 2015, la police catalane a démantelé un réseau de trafic d'êtres humains en provenance de Chine. Près de 300 Chinois ont payé jusqu'à 16 000 € chacun pour venir travailler dans cet abattoir où ils étaient exploités.
Cette entreprise ne pouvait pas ignorer ce qu'il se passait quand on sait que sa stratégie était de se défaire de ses salariés pour faire appel à des auto-entrepreneurs meilleur marché. Ils ont délégué à un travailleur chinois, qui était le chef de l'organisation criminelle, toutes les compétences liées aux ressources humaines. Je dis bien toutes. Le journal local a enquêté sur le sujet. Dolors a vu comment le système des fausses coopératives s'est généralisé dans toute l'industrie. Une fraude qui leur permet d'économiser sur les charges sociales. Il existe plus de 2000 de ces soi-disant auto-entrepreneurs qui travaillent dans de telles conditions. Ça veut dire que leurs employeurs économisent jusqu'à 4,5 millions d'euros de charges. C'est plus de 2000 euros par employé. Selon les experts, le secteur gagne ainsi quelques précieux centimes d'euros par kilo de viande. Un dumping social qui explique le succès du porc espagnol en Europe. 2/3 de la production catalane part à l'exportation, principalement en France. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Le Festival international des jeunes créateurs de mode s'est tenu pendant 22 ans à Dinard, en Bretagne. Et conduit par la nouvelle mairie, il s'est déplacé cette année à Dinan, une commune voisine des Côtes-d'Armor, où 10 jeunes créateurs venus du monde entier ont présenté leur travail. Un jury exigeant, présidé par la créatrice française Barbara Buis, des sponsors prestigieux et Miss France 2016 pour marraine. Cette première édition dinanaise se voulait très tendance. Le Grand Prix Femmes a couronné José Luis Gutiérrez Martinez, un Mexicain diplômé d'une école parisienne dont la collection est surtout tournée vers le marché asiatique. Preuve, s'il en fallait, que la mode est plus internationale que jamais. Reportage. À la belle saison, la mode se déplace dans toute la France. Premier événement en date, le Festival international des jeunes créateurs de mode. Il s'est tenu pendant 22 ans dans la cité balnéaire de Dinard en Bretagne, mais est conduit par la nouvelle mairie, il a dû déménager à quelques encablures dans la ville de Dinan. Un jury prestigieux, des sponsors pour décerner des prix et une marraine. Venue pour encourager les compétiteurs, elle sait combien la profession de créateur de mode n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je pense pas avoir le profil parce que je suis pas très douée pour ça, parce que bon, chacun son métier finalement. Mais oui, je trouve ça plutôt chouette. Mais il faut beaucoup d'inspiration, il faut beaucoup de. Enfin, moi, je suis toujours étonnée par tout ce qu'ils arrivent à faire, parce que moi, je serais incapable. On me met avec un stylo, j'ai aucune idée. Moi, je ferais une petite jupe, un petit haut. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et je pense que c'est vraiment de l'art en fait. Il faut avoir la fibre, il faut être capable de le faire. Moi, je serais pas capable. Il y a 16 ans, le jeune créateur de mode Aymeric François remportait le prix spécial du jury. Aujourd'hui, le festival lui rend hommage en présentant ses modèles fétiches. Il attend beaucoup des candidats. Rêvez, parce que si vous essayez pas de nous enchanter avec vos 20 ans, ça va être triste. Nous, on les a plus, les 20 ans. Donc nous, on est trop conscients de ce qui se passe. Vous, soyez pas conscients de ce qui se passe. Rêvez, rêvez. Et emmenez-nous avec vous. Un bon festival, c'est avant tout de brillants candidats. 10 dossiers ont été retenus parmi les 168 venus du monde entier. Et l'important, c'est justement d'ouvrir le festival à un maximum de créateurs qui viennent d'horizons et d'univers différents. Qui sont ces apprentis créateurs? Quelles sont leurs propositions de mode? Adélie Métayer est bretonne, diplômée du studio Berceau, aujourd'hui installée à Paris où elle conçoit des robes de mariée. Sa collection est inspirée par les tabliers de sa maman qui, dans son enfance, séchait au soleil de Bretagne. Qu'est-ce qui est le plus stressant ici dans un festival? De faire juger son travail par des professionnels de la mode, par des gens qui ont de la bouteille. On est là pour apprendre, mais ça passe par quelques petites claques. Donc les joues sont bien tendues et c'est parti. Plutôt tendance, avec un petit air haute couture, les broderies. Chez le binôme chinois Meng Yaofeng et Yu Li, elles sont inspirées par la nature. Pour la française Maëla André, les ornements suivent les circonvolutions lumineuses d'une photographie aérienne imprimée sur l'étoffe. Mais les broderies peuvent être également d'un tout autre genre.
voulais vraiment donner un côté anti-couture, quelque chose de rock, de déstructuré. Même le masque, c'est un masque que j'ai travaillé à la main, brodé. Comment vous sentez-vous? Plutôt bien, ça pèse son poids, c'est un peu lourd, mais on est bien dedans, ça va. On peut rester un petit moment. Chaque candidat doit maîtriser son discours de communication, contrôler les éléments de langage qui caractérisent les bases de son univers, justifier la cohérence des tenues qu'il présentera au jury et bien sûr séduire, tel le Mexicain José Luis. Partager un peu la couleur, les couleurs roses, les couleurs pastel, un peu tout cet esprit qui sort un peu de l'ordinaire. C'est partager tout ça, la joie de vivre, c'est partager tout ça que ma famille m'a donné pendant 25 ans, que c'est beaucoup d'amour et j'ai appris avec eux que les plus tu donnes, les plus tu vas recevoir après. Le néerlandais David Wang, c'est, lui, consacré au vestiaire traditionnel masculin dans l'optique de le moderniser, comme par exemple avec ses porte-baleines de col de chemise qu'il rend bien visible. Quant au français Clément Dolay, qui termine ses études à l'école S-Mode, c'est un scientifique. Expert en génie mécanique, il fusionne les techniques propres à l'ingénierie et à la mode. Tissu invisible le jour mais réfléchissant la nuit, sac à dos, sweatshirt. Quasiment tous les vêtements peuvent être adaptables, modulables. Et ça donne vraiment quelque chose de très dynamique et personnalisable au final, au goût de chacun. Et vient le moment tant attendu, l'ouverture officielle du festival dans le plus grand respect protocolaire. Les officiels et les habitants de Dinan investissent le théâtre des Jacobins pour assister au défilé des 10 candidats. L'enjeu, près de 100 000 € de prix, ventilés en cash, en mètres carrés de stands offerts sur les salons professionnels, en conseils personnalisés. Et le jury s'enferme à huis clos pour une séance de délibération sous la présidence de la créatrice de mode, Barbara Buis. Les prix spéciaux Gavotte sont décernés au néerlandais David Wang et à la bretonne Adélie Métayer. Le grand prix homme à l'ingénieur Clément Dolay. Le maire de Dinan peut enfin respirer. La ville connue pour son patrimoine historique et ses ateliers artistiques a réussi son entrée dans l'univers de la mode. Au XVIIIe siècle, Dinan a été une ville de textile. Il y a des métiers à tisser. Nous avons produit beaucoup de textiles, notamment pour la marine à voile, mais aussi pour confectionner... C'était il y a 200 ans. Oui, il y a 200 ans. Mais c'est quelque chose dans nos gènes. Le Grand Prix Femmes, il honore un univers fait de douceur et de couleur, celui de José Luis Gutiérrez Martinez. Avec ce prix, je pense que comme jeune créateur, je vais essayer de développer ma marque, je vais essayer de faire grandir mon univers pour toucher plus de gens. Une édition qui s'inscrit dans la tendance mondiale. Un Mexicain diplômé d'une école parisienne remporte avec une collection tournée vers le marché asiatique un grand prix attribué dans une commune des Côtes-d'Armor. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.